On poursuit Alexandre Morin-Villouellette avec le calendrier de l'Avent libéral. Quel était derrière la petite porte aujourd'hui, cher ami? Hey, chaque jour, une nouvelle controverse pour le Parti libéral. Ça touche encore la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez. Et cette fois-ci, c'est des enveloppes de 500 $ comptants qui ont été données à des gens pour rembourser leur contribution dans une soirée de financement qui s'est tenue. On remonte au mois d'avril dernier. À ce moment-là, il y a un homme d'affaires fortuné proche du Parti libéral qui décide de recevoir plein de gens chez lui pour un cocktail de financement. Pablo Rodriguez est là avec sa femme. Il y a plein d'autres gens qui sont là. On ignore l'identité de cet homme d'affaires. Exact. Il a parlé sous le couvert de l'anonymat à nos collègues du bureau d'enquête. Et là, leur parle et demande aux gens s'ils veulent faire un don de 500 $. Je rappelle, c'est le maximum qui est autorisé par la loi. Et dans la loi, on n'a pas le droit d'avoir des prête-noms. Hein? Tu peux pas donner de l'argent au nom de quelqu'un d'autre ou lui donner de l'argent pour que lui en donne de ta part, là, justement, pour éviter la magouille. Et là, dans ce souper-là, ben, on incite les gens à donner. Puis s'ils peuvent pas donner parce qu'ils n'ont pas la capacité financière ou quoi que ce soit, on leur remet une enveloppe remplie de billets, 500 $, pour qu'ils puissent ensuite cotiser à la campagne de Pablo Rodriguez. Tiens, ça ressemble beaucoup à du prête-nom, quelque chose qui est illégal. Alexandre, pour résumer cette idée, ce stratagème du prête-nom, Alexandre Morin-Villouellette, le citoyen, écrit un chèque et utilise son droit là, de 500 $ de cotiser. Donc, il apparaît Alexandre Morin-Villouellette, sauf que derrière... Il y a Francis Gosselin qui lui me donne 500 $. Donc, ultimement, c'est comme si moi, Francis Gosselin, j'utilisais toi, puis Olivier Guillet, puis comme des prête-noms, c'est-à-dire des gens qui incarnent ma volonté de donner 500 $. Et là, évidemment, tout ça est très illégal, n'est-ce pas? C'est illégal, c'est contre la loi électorale. Ça a l'air aussi que ça intéresse cette soirée-là l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption. Et donc, ben là, on s'est défendu rapidement du côté de Pablo Rodriguez en disant que c'est lui-même qui va demander à l'UPAC d'enquêter là-dessus en disant qu'il n'a rien à voir, qu'il n'était pas au courant, qu'il n'a rien vu. Et on a donc vu leur réaction là-dessus. Ça va être intéressant à suivre parce qu'à l'interne du Parti libéral en ce moment, on le sait, ça grenouille assez fort. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un nouveau sauveur pour venir voler à la rescousse, ni plus ni moins que du Parti libéral, tandis qu'il y a une grosse faction qui pousse pour mettre Pablo Rodriguez dehors. Alexandre, il y a la presse qui vient tout juste de sortir cette nouvelle il y a 6 minutes apparemment. Cet homme d'affaires, ce serait l'importateur de vin Emmanuel Cabral qui a été, je ne sais pas comment, repéré comme celui qui aurait versé ces 500 $ à certains de ses employés, en fait. Donc, c'est assez particulier. Là. Il y a bien des choses là-dedans. Puis évidemment, tout ça, on le réitère, c'est illégal. Là. Donc, c'est pas juste... C'est illégal. Là, j'ai fait une petite passe-passe. Il pourrait y avoir des accusations qui seraient déposées si c'est effectivement lui, là, cet homme d'affaires derrière cette affaire. Puis là, ben, ce qui va rester évalué, c'est est-ce que Pablo Rodriguez peut vraiment ne pas avoir été au courant de plusieurs stratagèmes différents ayant tous le même objectif dans sa propre campagne à la chefferie. Mais c'est ça, je suis en train de me dire à quel point il n'est pas au courant de ce qui se passe autour de lui, hein? À quel point il n'est pas au courant. C'est ça, je me dis, là, c'est la première chose qui est illégale techniquement dans les faits, là, qu'on sait. Il y en a eu quelques-unes quand même là, qui étaient... Là, on parlait l'autre fois, là, on parlait de donner des 1000 $ en remerciement aux gens qui avaient donné 500 $. Ça ressemble à un prête-nom inversé. Je vais juste vous rappeler quand même à une certaine époque, là, on était tous un peu plus jeunes, mais il y avait un certain Gérald Tremblay là, qui était maire de Montréal. Et je veux pas faire d'analogie douteuse. C'était un homme d'ascendance libérale, pourrait-on dire. Il a été ministre de l'Industrie, c'est un libéral de carrière. Et il a ceci en commun, je vais envie de dire, avec Pablo Rodriguez, qu'il n'avait rien vu, en fait. Jamais. Alors que la gangrène était profondément prise à l'Hôtel de Ville de Montréal, alors que c'était la corruption de bord en bord. Gérald Tremblay, lui, il n'avait rien vu. Et franchement, pour moi, cette espèce d'argument de l'omission ne tient, évidemment, Alexandre, pas du tout la route. Je vais vous citer Pablo Rodriguez, parce que j'en discutais récemment avec quelqu'un. Pablo Rodriguez qui commentait sa clique, le fiasco sa clique de François Legault. Si François Legault nous dit aujourd'hui qu'il a appris en même temps que nous, vous, en regardant la télé, il y a un problème, il y a un sérieux problème, ça veut dire qu'il n'est pas en contrôle, ça veut dire qu'il contrôle absolument rien. S'il l'a appris avant, ça veut dire qu'il a participé lui-même à l'opération de camouflage, et ça, c'est grave, très, très grave. Je cite ici Pablo Rodriguez lui-même. Alexandre, j'aimerais quand même rapidement t'entendre sur le village de Mont-Tremblant qui vient, on a annoncé ce matin là, que ça était vendu à des intérêts québécois. J'aimerais comprendre, on a vendu le village, grosso modo. C'est quoi le village? C'est les bâtisses dans le village? Bien, pour ceux qui sont déjà allés à Mont-Tremblant, vous connaissez très bien le village en tant que tel, le petit endroit de petite boutique, maison, hôtel très coloré là, qui se trouve... Parce que c'est pas cher, hein? Ouais, c'est ça? Non, c'est cher. C'est très, très cher.
cher, cet endroit-là. Et ça faisait déjà 3 ans que c'était sur le marché. Parce que oui, on voulait vendre là, tout ce complexe-là quand même, qui regroupe, là, c'est 135 000 pieds carrés, c'est 60 boutiques, restaurants, bars, mais tout ça appartient comme tout à la même personne, ce que je vous avoue, c'est assez spécial comme concept. Là, ouais. Exactement. Là. Et on ne connaît pas pour l'instant le montant de la transaction. Elle n'est pas officialisée non plus, mais ce serait l'homme d'affaires Yann Quin qui obtiendrait donc pour à peu près, grosso modo, 95 millions de dollars l'ensemble du village sur place. Donc, bonne nouvelle que ça est dans des mains québécoises. Reste à voir exactement quand est-ce que ça va être conclu officiellement, cette transaction. On en saura certainement plus dans les prochains jours. Sinon, je me tourne vers toi, Olivier. Jimmy Kimmel ne porte pas Donald Trump dans son cœur. Non, ça, on le sait déjà. Mais hier, il y a eu évidemment ces propos grossiers, voire orduriers. Là, qui revenaient sur les fameux propos sur Truth Social de Donald Trump. On le rappelle rapidement, il a dit que la colère qu'il aurait provoquée chez les autres en raison de son immense, inflexible et incurable affliction par une maladie mentale connue sous le nom du syndrome de dérangement de Trump, parfois désigné TDS. Ça, c'est ce que Trump disait sur Renner. Donc, sa mort serait peut-être causée due à ça, ce qui n'a aucun bon sens. Mais là, j'aimerais qu'on l'écoute, Jimmy Kimmel, réagir. Just when you think he can't go any lower, he somehow finds a way to do that. His description of what happened, of course, is not at all what happened. And this is exactly what I've spoken about before, this rush to pin the tail on the donkey in pursuit of the Trump-friendly narrative, not to mention blaming his death on the fact that he is an outspoken liberal, insulting someone who's just been murdered, who leaves children behind without having any idea of what actually happened. It's so hateful and vile. When I first saw it, I thought it was fake. My wife showed it to me this morning. I was like, well, even for him, that seemed like too much, but... Exactement. Donc, en gros, là, puis il poursuit par la suite, là, c'était vraiment juste la mise en contexte. Il dit, ce dont nous avons besoin en ce moment, en plus du gros bon sens en matière de contrôle des armes à feu et de soins de santé mentale, donc il fait des liens avec plusieurs trucs, c'est de compassion et de leadership. Nous n'avons rien eu de cela de la part de notre président parce qu'il n'a rien de cela à offrir. Et aussi, qui dit, quand il a regardé la nouvelle le matin, il ne pouvait même pas en croire ses yeux. Il croyait que c'était complètement faux, que c'était fake avec sa tendre moitié. Donc, encore une fois, un autre petite guéguerre entre les deux, mais je veux dire, on va pas plus parler de ces commentaires-là, là, mais ça n'a toujours pas de bon sens. Et j'aimerais peut-être faire un petit suivi aussi sur Rob Renner, qui est de son fils. Il y a un film qui aurait peut-être été inspiré de son fils, qui est Nick Renner. Il s'agit de Being Charlie, qui est sorti en 2016. J'aimerais ça qu'on écoute un rapide segment du film, de l'entrevue, juste ici. Is most of the movie parallel to your life, or almost all of it? No, we took from our lives, but it's a fiction. I mean, Nick can tell you because he went through all of this, and I think you took from a lot of different people, didn't you? Yeah, from my own experiences and from also seeing other people going through it, and also donc, pour mettre en contexte, Nick, son fils, présentement était en état d'arrestation pour le meurtre de son père et de sa mère. Toutefois, là, on voyait dans l'entrevue que Rob Renner tentait de modérer le fait que son film Being Charlie est inspiré de lui. Nick, qui était aussi l'acteur principal du film, mais on comprend très bien que c'est réellement ça qui s'est produit. Donc, c'était autobiographique. C'est une autobiographie, puis là, tu es tenté un peu de réduire ça, mais ultimement, ils sont vraiment basés sur ça. Puis on sait qu'il a suivi aussi plusieurs programmes de réadaptation entre 15 et 19 ans. Donc, toxicomanie, avec ce qui a pu se produire récemment, là, ça augure vraiment mal pour la situation. Alexandre, d'ailleurs, on a su aujourd'hui que le fils de M. Reiner il y avait eu des nouvelles là, dans le dossier de son inculpation. Oui, bien, on a dit pour l'instant qu'il n'était pas apte à subir son procès. Là. Règle générale, quand on entend ces termes-là ici au Québec, c'est souvent parce que la personne a des problèmes de santé mentale, des problèmes là, persistants et présents à ce moment-là. Donc, il n'était pas apte tout de suite là, à subir son procès. Est-ce qu'il est dans une psychose? Est-ce qu'il y a un état mental dissocié? C'est toutes sortes de questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant, mais ça va être intéressant de suivre ça, bien sûr, là, parce qu'il n'est pas décédé, comme tu l'as dit, Olivier, d'un Trump Derangement Syndrome. Exactement. À mon humble connaissance. Ça ne provoque pas la mort, ni le fait d'être poignardé de nombreuses reprises. Et ça ne le justifie certainement pas. Messieurs, merci, et on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle ronde d'actu.